Que peut-on faire contre les hypertrucages? C'est ce qu'on va voir, en tout cas essayer. On va essayer de trouver les bonnes pistes avec Félicien Vallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service IA, intelligence artificielle, à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et à côté de vous, un avocat. Bonjour Gaël Mahé. Vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique, droit de l'IA, data protection chez As Avocat. Alors, déjà, puisque voilà, vous avez des compétences juridiques fortes, tous les deux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut quand même signaler que le deepfake, que tout le monde redoute, n'est pas quelque chose d'interdit aujourd'hui. Légalement, on a le droit de s'amuser à faire des deepfakes, des hypertrucages. Ne serait-ce que pour des loisirs. En soi, vous pouvez faire ce que vous voulez. En réalité, après, ce qui va poser problème, c'est la diffusion. C'est vraiment la diffusion de ce deepfake. Et d'abord, avant de parler de diffusion, on va parler de ce qu'est un deepfake. Un deepfake, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs notions, il y a plusieurs définitions. On peut parler de montage, montage comme par exemple ce qu'a présenté le président Macron lors du sommet sur l'IA. Voilà, donc là c'est de l'autodérision. Par exemple, ce qu'a présenté le président Macron lors du sommet sur l'IA, si honnêtement, il y avait ce qu'on pouvait considérer comme des deepfakes et il y avait des montages qu'on ne pouvait pas considérer comme des deepfakes. Par exemple, le photomontage de Macron en MacGyver. On voit à l'évidence que c'est un photomontage, que c'est pas le président Macron qui est dans cette image, et donc certains ne considéraient pas ça comme un deepfake, au sens juridique du terme. De la même manière, quand on voit Macron avec ses petites couettes là, qui refait ses petites couettes, on voit très bien que c'est pas le président Macron, que c'est de la dérision, et donc ce n'est pas un deepfake. Il y en a d'autres où c'est un petit peu plus tendu, avec la capuche, etc. Mais dans la notion de deepfake, qui est l'anglicisme pour hypertrucage, on a vraiment cette notion d'évidence, on peut induire en erreur des personnes. Et c'est là où c'est un petit peu flou, et comme dirait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est vraiment se dire qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui n'est pas évident. Est-ce que, par exemple... Est-ce qu'il y a une volonté, en fait, de tromper? Est-ce qu'il y a une volonté de tromper? Est-ce que c'est évident? Est-ce que tout le monde pourrait se faire tromper? C'est ça, en fait, en réalité. Par exemple, la dame qui s'est fait avoir avec les deepfakes, entre guillemets, de Brad Pitt. Est-ce que, quand on regarde les photomontages, ça pouvait laisser à rire, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient fait avoir? Est-ce que la personne normale, entre guillemets, pourrait se faire avoir par ce type de montage? Donc, est-ce que c'est vraiment évident que c'est un deepfake? Est-ce que ça peut induire en erreur des personnes? On rentre dans une première complexité, donc c'est la définition du deepfake. Ouais. Parce qu'effectivement, deepfake, c'est, comme le disait Gaël, c'est finalement la contraction de deep pour deep learning et fake pour fake news. Donc c'est à cette idée, moi, qui me semble assez essentielle, d'intentionnalité, finalement, de à quoi ça va servir, et que ça sert à des usages qui ne sont pas illicites, ou en tout cas qui sont vraiment très très questionnables à minima, alors que, bien évidemment, tous les éléments de synthèse multimédia, ça on connaît ça depuis des années dans l'IA, alors ça, voilà, il y a eu des progrès massifs ces dernières années, mais ça ne sert pas nécessairement des usages malveillants. Donc voilà, cette dichotomie, elle est importante à faire. Est-ce que ça y est, on commence à être confronté à des usages qui vous semblent malveillants? Ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? Plus que malveillants. Des usages même très 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 malveillants. Et là, on va sortir de l'évidence. C'est-à-dire que dans les deepfakes de manière générale, on a ce qu'on appelle des deep nudes. Est-ce que vous savez ce que c'est des deep nudes? Oui, avec la traduction, je vois bien. Oui, malheureusement, il y a eu des créatrices de contenu, des créatrices de youtubeuses, des streameuses, etc., qui ont été exposées à cette problématique. Comment? C'est-à-dire que les créatrices de contenu ont en ligne énormément de leurs données. Vraiment beaucoup de leurs données, des vidéos d'elles qui peuvent être en maillot de bain, en crop top, peu importe, etc., habillées ou pas, mais énormément de données sur elles, que ce soit au niveau du visage ou au niveau de leur corps. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre toutes ces données dans une IA, on va dire, spécule sur le corps nu de cette créatrice de contenu, et au final on se retrouve avec des créatrices. Ça peut aussi toucher les créateurs, mais malheureusement force est de constater que ça touche beaucoup plus. Et il y a des jeunes garçons qui sont victimes de chantage aussi. Bien sûr, mais ça touche de plus en plus les créatrices de contenu, parce que au final il y a énormément de données qui sont exposées, et on se retrouve avec des femmes qui sont en larmes parce qu'elles voient leur corps nu, alors qu'elles n'ont jamais montré leur corps nu. Et on a eu des vidéos dramatiques de créatrices de contenu qui sont en larmes devant la découverte de ces photomontages. Très bien fait, vraiment très bien fait. On a l'impression que c'est elle, en réalité. On a vraiment l'impression que c'est elle. Il y a eu aussi Taylor Swift qui a été victime de ça. On a une créatrice de contenu aussi française de fitness, Juice Fit Cats, qui avait fait une vidéo et qui a beaucoup témoigné aussi là-dessus. Et là, on n'est même pas dans l'évidence. Il n'y a même pas de notion d'évidence qui est dans le code pénal. Il y a vraiment cette notion de diffusion
de malveillance sexuelle, de malveillance sexuelle et de diffusion sexuelle de l'image. Et ça, c'est dramatique. Qui revêt un caractère, a priori, illicite, de toute façon. Et je pense que ça, c'est un des exemples. Mais il y a plein d'autres exemples d'utilisation de deepfake, de risques, puisqu'on parle les deep nudes, mais aussi l'usurpation d'identité, les enjeux d'arnaque au président. Donc voilà, des fausses propositions d'investissement, par exemple, sur les réseaux sociaux. On vous dit, voilà, quelqu'un avec, je sais pas, un investisseur bien connu, ça se trouve aujourd'hui, qui vous vante les mérites d'investir dans tel ou tel produit, quel qu'il soit. Donc voilà, des arnaques de ce type. Vous en avez plein, et tout ça, ça tombe sous le coup de la loi. Et c'est une menace cyber tangible aujourd'hui. Est-ce qu'on a véritablement bien identifié, vous semble-t-il, tous les risques, Félicien ? Alors, ils tendent à être quand même de mieux en mieux cartographiés. Après, c'est effectivement comment les prendre en compte correctement. Et ce qui est intéressant, on a discuté tout à l'heure, juste avant de présenter l'émission, c'est qu'effectivement, c'est vraiment pluriel. En fait, c'est une cartographie complexe parce qu'il va avoir des ramifications également au niveau des enjeux démocratiques. Par exemple, dans les processus électoraux, vous allez aussi avoir des risques très, très importants de ce point de vue-là. Donc, la menace, elle est quand même assez plurielle et à prendre souvent différents angles. Et alors, pour l'avocat, est-ce qu'on est aujourd'hui équipé juridiquement ? Est-ce qu'on a les bons leviers pour intervenir ? Juridiquement, on a les bons leviers. Oui, on a une multitude d'articles du Code pénal, à la fois comme déficient sur l'usurpation d'identité, on a sur le revenge porn aussi, on a sur le deepfake particulièrement, je vous disais le deepfake de manière générale et le deep nude aussi de manière un peu plus spécifique. Mais la vraie question, ça c'est sur vraiment le plan personnel, on est vraiment sur le plan pénal. Okay. Après on a sur le plan civil la question du droit à l'image, donc qui est le sempiternel droit à l'image, qui est applicable et qui est toujours applicable bien sûr pour les deepfakes. Et aussi on a le levier, donc là c'est un peu le levier un peu plus professionnel sur la réglementation sur la protection des données. Et là on peut se poser des questions sur comment l'appliquer, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'appliquer auprès de la personne qui diffuse, parce que généralement ça va être une personne physique qui n'est pas responsable de traitement, qui est juste une personne qui a envie de faire un montage ou qui a envie d'être malveillant ou pas d'ailleurs dessus. Il va s'orienter plus vers le fournisseur d'IA pour savoir déjà est-ce qu'il dispose de nos données, faire un droit d'accès peut-être, un droit à l'information sur les données dont dispose le fournisseur d'IA. Est-ce qu'il a nos données dans sa base de données, comment il les a eues aussi, est-ce qu'il l'a eu de manière licite via le transfert d'une base de données où nous on aurait mis un opt-in vers un transfert vers un partenaire, est-ce qu'il a eu via un scrapping totalement illicite? Ça c'est une manière de se poser la question. Et aussi la possibilité d'effacer justement ces données du fournisseur d'IA pour éviter qu'il y ait de futurs deepfakes. Bon, ça c'est la théorie. Après, il y a une multitude de possibilités de faire les deepfakes et les leviers, ils existent, mais leur efficacité, force est de constater que si on a envie d'être frauduleux, si on a envie de contourner le système, on pourra en faire de toute manière. Et on parlait d'arnaque au président. Il y a une question de vitesse, donc, de décalage entre le temps de la procédure, le temps de l'enquête et le temps de la diffusion. Et le volume surtout. Le volume. C'est-à-dire que là, les deepfakes, on en discutait précédemment, c'est un outil qui s'est démocratisé, mais à une vitesse folle. J'ai lu pas plus tard qu'hier que ces 3 dernières années, il y a eu une augmentation de plus de 2000% des tentatives de fraude via deepfake. 2000%. Et la CNIL, donc, qui est la gardienne vraiment de nos données personnelles, vous travaillez non seulement à la CNIL, mais en plus sur toute cette question d'IA. Comment elle s'occupe de cette question? Elle le prend en charge? Est-ce que vous avez des leviers spécifiques sur lesquels vous travaillez? Oui, bien sûr. Alors voilà, je rejoins ce que disait Gaël juste avant, qu'effectivement on a quand même un ensemble réglementaire qui est important. Là-dessus, je rajouterais le DSA, le Digital Services Act, qui aussi impose on reviendra peut-être là-dessus, mais des obligations aux grandes plateformes notamment, donc par rapport à la diffusion de contenu artificiellement généré. Donc ça, c'est quand même super important. Donc c'est un peu l'autre côté en termes de signalement, mais c'est important. Vous avez aussi des règlements sur le ciblage, la publicité politique, qui imposent des choses aussi là-dessus. Mais nous, donc, plus spécifiquement en termes de protection des données, alors on a plusieurs grandes missions à la CNIL, mais en particulier, alors il y en a 3 qui me semblent assez importantes à citer, et sur lesquelles on va faire des choses sur les aspects deepfake. C'est le premier, la mission d'information. Donc vraiment, on doit nous informer le grand public des risques. Alors de façon générale, est-ce qu'il ne le sait pas déjà? Est-ce qu'il y a encore besoin de faire de la sensibilisation là-dessus? Il y a toujours besoin, ça paraît à la fois, on a l'impression de répéter toujours la même chose, et en même temps, quelque part, les menaces évoluent, les choses changent, et il y a toujours besoin de le faire véritablement. Et donc, à titre d'exemple, là, on en parlait encore tout à l'heure, on a un peu fait l'émission avant l'émission. Non, c'est pas bien, il faut tout nous dire ici. Mais on vous le dit, justement, on resitue. Mais donc, dans ces missions de sensibilisation, alors à la fois, on a par exemple réalisé un colloque il n'y a pas longtemps sur les enjeux de protection de la voix et de l'image à l'ère de l'IA. Ça, c'est un exemple. Mais également, on va diffuser des contenus
vraiment pour le grand public, pour les parents par exemple, sur les enjeux du sharenting. Donc c'est effectivement du partage d'informations de ces enfants en particulier sur les réseaux, parce que toutes ces informations, comme le disait Gaël très justement tout à l'heure, ça peut être récupéré, ça peut nourrir des bases de données collectées illégalement et donc potentiellement après permettre la création de Parce que deepfakes. les données personnelles des enfants appartiennent aux parents ? Alors, elles appartiennent pas aux parents, mais effectivement, alors, quand on est un mineur, on a un statut particulier, en tout cas jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, effectivement, les parents ont en tout cas une certaine, certaine responsabilité dans la diffusion des données de leurs enfants. Ouais, tout à fait. Ça, c'est important de le rappeler. Voilà. Mais c'est très très important et c'est vrai que la sensibilisation de la CNIL est essentielle parce qu'on se base vraiment sur une autorité. Donc notre sensibilisation, elle a beaucoup plus de poids. Hein. J'ai fait des interventions sur la protection des enfants sur Internet et le sharenting, c'est pas un fléau, hein, je ne vais pas utiliser ça, c'est plutôt des actions qui sont faites sans connaissance justement de la portée de celle-là. Quand on a un enfant, on est heureux, on est au summum du bonheur et donc on a envie de le partager et on a envie de le partager à de plus en plus de monde. Je vais vous dire, les réseaux sociaux incitent à le faire. Eh ben oui, mais je vois de plus en plus aussi de personnes, et ça c'est bien de le noter, qui prennent de bonnes habitudes, qui masquent le visage de leur enfant, qui le floutent, etc. Donc c'est une sensibilisation qui commence à faire son effet et ça prévient aussi. Pour revenir à notre sujet, ça prévient justement la génération de deepfake. Parce qu'on pense très justement souvent au risque pro, c'est-à-dire les arnaques au président. Il a eu la première arnaque au président l'année dernière au deepfake en Chine. On pense très souvent au risque pro. Il y a aussi les risques perso. Et les risques personnels, on est vraiment sur... on va utiliser l'image de votre enfant sur des sites du dark web à des fins de pédophilie. On va faire des montages, on va faire ce genre de choses. On a encore eu un réseau en France de pédophiles qui a été démantelé. Donc là, on se rend compte vraiment de tous les enjeux et on peut passer pour un rabat-joie, mais se dire, protégez votre image en ligne, protégez ce que vous publiez, parce que c'est ça réellement qui va vous prévenir la génération de deepfake. Alors il y a une voix qui porte encore plus que celle de la CNIL, peut-être, si j'ose, hein. C'est Scarlett Johansson, qu'on entend vraiment beaucoup s'impliquer sur ce sujet des deepfakes. Hein. Je pense que c'est la première... star mondiale à être montée au créneau très clairement là-dessus. Elle dit « Nous devons nous opposer aux utilisations inappropriées de l'IA, quel que soit le message. Autrement, nous prenons le risque de perdre prise avec la réalité. La menace de l'IA nous concerne tous et toutes. » Vous êtes évidemment d'accord avec ça, mais je reviens à ma question. Donc, on a parlé de la sensibilisation. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme levier alors ? Alors, comme levier qu'on a, alors effectivement, donc voilà, il y avait deux autres choses que je voulais citer. Donc, le deuxième, en lien directement avec ce que vous dites, c'est effectivement comment est-ce qu'on régule les utilisations qui sont faites des données à caractère personnel, tout simplement pour alimenter ces outils d'IA. Donc, nous, on mène un gros travail là-dessus sur comment est-ce qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire justement pour entraîner des systèmes d'IA et en particulier donc utiliser des échantillons de données qu'on va caractériser peut-être de hautement personnelles, en tout cas les données de voix, d'images qui sont très très liées à l'identité. Oui. Hein, on est très très attaché bien évidemment tout un chacun à cette notion d'image qui nous caractérise. Donc là-dessus, alors en particulier, nous, quand on fait ces travaux-là, on les ouvre à des contributeurs externes. Et alors c'est intéressant de voir que justement, on a été très, très touché, très, très sollicité par des syndicats d'artistes, notamment des artistes vocaux. Donc c'est vraiment le lien direct. On a fait un sujet avec, sur le doublage des voix. Voilà, qui les touche énormément, parce que c'est un impact très, très fort sur leur métier. Donc ça voilà, un des vecteurs vraiment sur... l'application de la réglementation de protection des données sur ce sujet-là. Puis troisième vecteur que je voulais citer tout à l'heure, je me permets rapidement, nous on a vraiment une mission très très importante de se tenir au courant de l'évolution des technologies. Et donc par exemple sur les enjeux deepfake spécifiquement, donc notre laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, elle a mené avec le pôle d'expertise de la régulation numérique, le PRN, mais une grosse étude sur justement savoir où on en était de ces outils. Et donc justement on a pu vraiment en regardant précisément certains types, donc des outils type Deep Live Cam, des choses comme ça, caractériser le niveau de facilité dont on parlait, donc, et qu'effectivement c'est aujourd'hui hyper simple de faire ça, donc le caractériser scientifiquement, regarder effectivement dans quelle mesure on était en capacité de tromper ou pas des publics avertis ou pas, et donc effectivement on s'aperçoit qu'on vraiment on arrive à tromper très facilement, même des experts, où finalement on se retrouve très très proche du hasard dans le choix de dire est-ce que c'est généré artificiellement ou pas. Et donc voilà, donc nous c'est notre mission aussi de construire là-dessus de la connaissance qu'on va mettre aussi à diffuser, qui va servir à la fois notre institution mais aussi le grand public. Et puis il y a des outils technologiques, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous étudiez aussi les marquages, tout ce qui est watermarking aujourd'hui sur les images.
Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs outils qui sont en train d'être définis techniquement. Hein. Ils sont déjà utilisés depuis un bon moment, mais une utilisation un petit peu différente, c'est-à-dire ils sont utilisés pour filtrer les données synthétiques. C'est-à-dire que, vous savez, les IA, maintenant, elles n'ont plus de données à mâcher, donc on va utiliser les données générées par les IA pour nourrir les IA. Mais sauf que ces données, elles sont plus ou moins de bonne qualité. Donc on va les marquer, dire ça c'est des données générées par l'IA, et on va les filtrer pour que ces données, au final, elles soient utilisables. Donc il y a déjà les procédés pour marquer les données générées par IA, donc soit les deepfakes ou les synthèses vocales plus précisément. On a la possibilité de les marquer. Après, est-ce que c'est détectable par l'humain ? Non, c'est détectable par d'autres outils IA. Et encore, ça reste vraiment du conditionnel parce qu'on peut utiliser d'autres outils IA qui vont enlever ce watermarking, et donc du coup on va tomber sur une guerre du traçage de l'IA, en sachant qu'il y a des outils qui vont permettre d'identifier des contenus générés par l'IA, il y en a d'autres qui vont brouiller cette piste, etc. C'est pour ça que je dis vraiment le premier rempart, en réalité, il est humain. C'est comme pour tout, hein, comme pour toutes les cyberattaques, comme pour tout le phishing, etc. Le premier rempart, c'est humain, c'est le bon sens. C'est de dire, être vigilant, se dire, est-ce que c'est dans une situation habituelle, que ce soit surtout sur le plan pro, justement pour les arnaques au président, est-ce que c'est une situation habituelle ? Respecter un process strict, ça c'est le deuxième point, c'est des mesures organisationnelles et des process stricts. Pas sortir, voilà, j'ai eu un coup de fil, je vais bypass tous les process de l'entreprise pour pouvoir faire ce virement bancaire. Non, respecter les process stricts, et après il y a les process techniques. Donc l'IA peut être un bouclier énorme, mais ça peut être aussi une épée dans les mains des hackers. Donc il y a les deux. Actuellement, il y a vraiment, c'est l'épée et le bouclier. Les deux se battent, et c'est qui va être le meilleur outil. C'est ça. Un mot de conclusion, parce qu'on arrive à la fin. Moi, je voulais dire qu'effectivement, c'est cette ambivalence, en tout cas sur le point de vue technique. À la fois, il faut avoir des méthodes de watermarking, les faire fructifier, se développer, s'améliorer. Et puis également, de l'autre côté, il faut continuer de travailler sur des enjeux de détection. Aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué scientifiquement, parce que souvent, les méthodes, elles marchent bien, mais pour un type de méthode de génération, elles ne fonctionnent pas si on rajoute du flou, si les images sont compressées, s'il y a des incrustations dedans. Donc, tout ça, ça doit s'améliorer. Alors, au niveau de la puissance publique, donc là, je ne parle pas pour la CNIL, mais dans le cadre du sommet, il y a un très bel outil qui a été publié par Eviginum, donc l'agence de surveillance des manipulations de l'information à ingérence étrangère, et le pôle d'expertise de la régulation numérique, qui propose une sorte de métadétecteur, donc c'est-à-dire un détecteur qui rassemble plein de détecteurs d'images artificiellement générées, donc qui permettent d'évaluer les performances des uns des autres et potentiellement d'en rajouter d'autres si on est chercheur. Et donc ça c'est un vrai intérêt. Bon, donc on n'est pas totalement désarmé. Merci de m'avoir un petit peu rassuré. J'espère aussi nos téléspectateurs. Félicien Vallet de la CNIL et Gaël Mahé, merci beaucoup de As Avocat. On enchaîne, on continue à parler des données personnelles. Restez avec nous.